Là où l'homme est principalement uni-orgasme, la femme peut être multi-orgasme. Et donc pendant qu'il n'y a pas de communication là-dessus et qu'on ne sait pas prendre soin de nos différences, il n'y aura rien. Donc moi, étant un homme sensible qui a envie de donner du plaisir à la meuf avec qui je suis, c'est hyper relou aussi pour moi d'être juste uni-orgasme et d'avoir cette difficulté de se dire, ok, genre, le plaisir peut être tel que je peux éjaculer rapidement. Et là, découvrir que je peux avoir un orgasme sans éjaculation de par ces pratiques, eh bien c'est ouf, Juliette. C'est-à-dire que genre, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Bonjour chers intimes, quel plaisir de vous partager aujourd'hui le premier épisode d'une série spéciale enregistrée au Salon international de la lingerie. Cette série sera composée de 8 interviews, certaines à 2, certaines en table ronde. Postpartum, cycle menstruel, ménopause, plaisir, désir, lingerie, vaginisme, connaissance de soi. Je vous emmène avec moi explorer des vies et des intimités. Pour ce premier épisode, je reçois Melvin, un jeune homme de 23 ans qui a un parcours bien particulier. J'ai toujours su que j'allais l'interviewer, mais je ne pensais pas du tout que cela se ferait dans un énorme hangar, un samedi matin à 10h, enroulé dans nos manteaux pour faire face au froid. C'est aussi la première interview de Terres Intimes en public, et donc un rêve qui se réalise pour moi. Ensemble, nous avons créé une bulle d'échange dans laquelle Melvin nous a partagé son cheminement. Nous avons parlé d'addiction à la pornographie, de l'importance de séparer romantisme et harcèlement, de l'influence des imaginaires créés par Disney et Hollywood, de mal-être scolaire, de communication, de sexualité sacrée et d'orgasme sans éjaculation. Je vous souhaite un beau plongeon dans l'ambiance électrique et douce du salon de la lingerie et dans la voix inspirante de Melvin. Oh, et rendez-vous lundi prochain pour le deuxième épisode de cette série dans laquelle je parle lingerie masculine avec la journaliste et artiste Maya Mazoret. Bonne écoute. Bonjour Melvin. Bonjour Juliette. Comment tu te sens, ça va ? Ça va. Écoute. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Salon international de la lingerie pour cette interview Terres Intimes. Normalement, c'est des interviews que je fais chez moi, dans mon salon, avec un brunch, de manière générale. Aujourd'hui, tu as accepté de faire cette première interview en public, donc devant des stands de lingerie, des stands de bien-être intime. Il y a une femme là-bas qui se fait masser la tête. Donc, c'est un cadre complètement différent. Et tu as accepté de venir nous partager ton parcours intime, donc merci. Nous, on se connaît depuis 2-3 ans. On s'est rencontrés à la Cambrousse. Ouais. Et tu es un homme qui me donne de l'espoir en l'humanité. Allez. Donc la première question de Terres Intimes, c'est la première question de tous les épisodes. C'est à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Eh bien, écoute, comme tu le verras tout au long de notre échange, moi, j'ai toujours vraiment intriqué l'amour et la sexualité. Donc, je pense que les premières questions qu'on peut se poser, c'est au moment où on voit des scènes à la télé, des choses comme ça, quand un jeune garçon découvre son corps. Mais j'ai envie de te dire clairement que moi, je suis tombé pour la première fois réellement amoureux en CM2, donc j'avais quoi ? 11 ans, je crois, 10-11 ans. Donc, c'est à ce moment-là où tu commences à t'imaginer et te projeter avec ton amoureuse et que tu projettes des scènes intimes, quoi. Donc, vers cet âge-là. Est-ce qu'il y a des questions particulières que tu te posais à cet âge-là ? Est-ce qu'il y avait des personnes avec qui tu pouvais les partager, ta famille, tes parents ? Je dirais que comme la sexualité reste un sujet tabou en général, encore plus dans le contexte familial, ça dépend bien sûr des familles, hein. Mais dans la mienne, c'était pas des sujets qui étaient à aborder comme ça, de façon légère autour de la table. Mais il n'y avait pas non plus une chape de plomb de tabou, quoi. Donc je me souviens pas exactement en avoir parlé. Je te dis, des fois c'était devant la télé, des fois mes parents devaient aborder un peu le sujet de façon intime. Mais sans plus. Par contre, tu vois, après avoir écouté tous tes podcasts, enfin une grande partie de tes épisodes, je réalise que moi, en tant qu'homme, à la différence des femmes, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va faire mal, quoi ? Ouais.
Et donc là, je me dis, ah ouais, déjà dès le début, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours facilement associé ça à du plaisir et peut-être une petite source de stress en disant, est-ce que je serai à la hauteur? Mais jamais je me suis dit, est-ce que ça va faire mal? Et ça, c'est fou. Ouais, ça fait vraiment partie de notre construction d'imaginaire que la première fois, ça va être compliqué. Est-ce que ta famille t'a transmis une certaine vision? Enfin, quelle vision t'avais de la sexualité à part le plaisir? Est-ce que t'avais un imaginaire spécifique quand t'as grandi? Et notamment, est-ce que la pornographie est venue influencer cet imaginaire à un moment donné? Eh bien, moi, je viens on est plutôt un petit village et dans ces villages-là, t'es souvent avec les jeunes de ta génération. Donc moi, en gros, j'étais avec les garçons de ma génération. Et moi, les garçons de mon génération, on commençait à aller sur des sites porno. On était encore en primaire, quoi. Donc c'était en CM2, je crois. Et donc, tu vois, t'es mercredi quand tu te déplaces ensemble. À un moment, ils disent, bon, venez chez moi, puis viens, on va regarder du porno, genre, juste pour découvrir et tout. Sauf que, du coup, t'es très jeune mis face à ces images-là. Et après, c'est en même temps un âge où tu te découvres. Donc, tu découvres même toi ton propre sexe. Tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu vois que les gars dans le site, ils se masturbent comme ça, mais toi, tu l'as jamais fait comme ça. Donc, tu découvres, t'essayes de faire pareil. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour être confronté à ce genre d'image. Après, moi, je me considérais en fin d'enfance, donc t'es encore bercé par une forme d'innocence. Et donc, ça va. Moi, j'associais pas trop ce que je voyais à la réalité. Je voyais qu'il y avait une brutalité qui me parlait pas. Et donc, comme je t'ai dit, moi, je suis tombé amoureux pour la première fois en CM2. Et donc, ce qui était ouf, c'est que la première fois que je tombais amoureux, aujourd'hui, je mettrais le doigt sur le fait que j'ai toujours été assez sensible, mais à l'époque, je savais pas que moi, j'étais un enfant particulièrement sensible. Et donc, mes émotions étaient démesurées, quoi. Donc, la première fois que je tombais amoureux en CM2, c'était une fille de ma classe. Et les émotions étaient hyper fortes en moi. Et pour rigoler, je dis que mais je crois que j'avais envie de me marier, tu vois, tellement l'émotion était exagérée, tu vois. Oui. Donc, je pensais toujours à elle. Et aussi, j'étais bercé par les films de notre époque. Donc de la même façon que genre on met de plus en plus en lumière à quel point le syndrome de Disney a pu faire mal à faire du bien, mais aussi faire beaucoup de mal aux imaginaires des jeunes filles sur attends le prince, ça viendra de l'extérieur, tout ça. Eh ben moi j'ai été conditionné par une culture plus hollywoodienne, tu vois, à être ce prince, à devoir être fort, à devoir être le mec parfait. Et malheureusement, il y a aussi toute un conditionnement sous-jacent à la culture hollywoodienne qui est le bonheur est dans le couple, vous ne pouvez pas être heureux seul. Donc moi, genre, je me conditionne en tant que jeune homme, fin d'enfant, tu vois, dans cette culture-là. Et donc à la fois, j'ai une sensibilité, je commence à créer un imaginaire où je serais heureux que dans le couple. Mais par contre, j'ai un gros romantique, en fait, parce que je vais regarder pas mal aussi de comédies romantiques. Donc, en moi, à cet âge-là, vient tout ce romantisme et à la fois cette addiction à la pornographie qui va se créer petit à petit aussi. Et tu m'as parlé avec cette idée de Hollywood que les filles sur lesquelles tu avais des crushs, tu as mis le mot crush plus tard. À l'époque, c'était moins présent. Collège-lycée, tu as enchaîné en fait des crushs très forts et tu m'as parlé d'idéalisation, comme si c'était... tu tombais amoureux de l'image de la personne et de l'image du couple que ça allait te fournir par rapport à cet imaginaire d'Hollywood. Ouais, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a suivi le plus. Disons que si j'ai un gros passé pour comprendre aujourd'hui ma vision de l'amour et même ce qui influence énormément mon rapport à ma sexualité, il faut comprendre du coup que j'ai grandi sur ce terreau complètement conditionné par une culture hollywoodienne et l'un des plus gros symptômes qui m'a fait aussi le plus de mal, c'est ce fonctionnement d'idéaliser l'autre personne. Donc en fait, tout bêtement, tu vois, je me rappelle avoir vu une série Teen Wolf en 5e et j'ai trouvé une actrice magnifique. Et du coup, quand je m'imaginais en couple plus tard, vu qu'à ce moment-là j'étais célibataire, tu vois, je m'imaginais comme, tu vois, tout garçon qui fantasme avec cette actrice et je dressais sa personnalité. Dans mon imaginaire, sa personnalité fitait parfaitement avec la mienne, tu vois. Ouais. Et donc, je dirais que toute mon adolescence, même ça va aller jusqu'à mes 20 ans, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un qui ressemble plus ou moins à cette actrice, je vais en tomber amoureux. Enfin, moi, j'appelais ça tomber amoureux. C'est que plus tard qu'on a mis le mot crush, qui est hyper important, je trouve, parce qu'il permet de différencier vraiment le fait que quand tu connais une personne et tu peux prétendre en être tombé amoureux, le crush, c'est vraiment genre
tu fais une fixette sur une personne de loin, mais j'estime, et peut-être que je me trompe dans la définition, que ça reste un crush tout pendant que tu n'as pas pu parler, rencontrer cette personne. Et du coup, moi, je vais enchaîner ces crushs à cette image-là où je vais tomber amoureux de filles qui me plaisent physiquement, parce qu'à cet âge-là, il y a cette grosse notion de physique, et je vais dresser une personnalité dans ma tête à quoi correspondrait cette fille, sans jamais aller lui parler. Et du coup, je vais fantasmer sur des images d'une personne qui n'est pas réellement la personne. Et quand je vais quelquefois avoir le courage d'aller parler à cette personne, eh bien c'est hyper dur parce qu'en fait je me suis déjà dressé la personnalité de la personne et donc des fois tu vois, genre s'il y a des aspects de la personne, de sa personnalité qui ne correspondent pas à ce que moi je m'en étais fait, des fois tu occultes et donc ça va être vraiment terrible. Est-ce qu'il y a un personnage d'Hollywood, parce que tu dis qu'Hollywood t'a influencé dans ta vision de l'homme qui doit prendre soin, qui doit gérer, qui doit porter sur ses épaules. Est-ce qu'il y a là tu nous parles de ton crush de meuf, mais est-ce qu'il y a un acteur ou un personnage hollywoodien qui a vraiment forgé ton esprit? Il y en a pas comme ça qui me viennent en tête. Vraiment, si je prends en tant qu'homme, des hommes qui me disent ok, j'ai envie de m'identifier à cet homme, je pense que tu peux juste prendre tout le panel des comédies romantiques où il y a cette fusion alchimie entre deux êtres, et comme par hasard, dans toutes ces comédies, ils ont presque toujours la passion, mais ils mettent rarement en lumière le côté destructeur qui va avec la passion. Donc, non, en fait, toutes ces images, j'adorais tous les couples que tu pouvais voir là-dedans et ce qui pouvait s'échanger. Et donc, en tant qu'homme, non, je m'identifiais à rien, excepté cette actrice-là, Crystal Reed, auquel, genre, vraiment, elle avait un stéréotype de beauté qui correspondait aux beautés actuelles, mais à la fois, elle avait une sorte de finesse dans le visage. Certaines pourraient la trouver totalement basique, mais genre, je sais pas, j'avais crushé sur elle. J'en parle parce que dans les comédies romantiques, il y a souvent la quête. C'est-à-dire tout le film, c'est une quête. C'est comment ils vont finir par être ensemble. Et souvent, c'est une chasse de l'homme qui va faire une fixette justement sur une nana. Et c'est un peu du jeu pas toujours sain. Et la comédie se termine quand ils se mettent ensemble. Donc t'as pas la réalité du couple, où justement, qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble. C'est comme les films Disney dont tu parlais tout à l'heure, le côté où il y a le chemin pour être ensemble, et ce qu'ils mettent pas en avant, c'est que quand t'es ensemble, c'est tout un chemin qui continue et qui est complexe. L'imaginaire ne nous montre pas à quel point ça peut être challengeant comme excitant. Et donc ça, t'es resté vraiment dans ce truc de crush jusqu'à la fin du lycée presque. Ouais, carrément. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus de mal à me rappeler exactement ce que je ressentais parce qu'on y viendra après. J'ai essayé de pas mal travailler dessus parce que cette vision me faisait du mal. Mais ouais, tout ce que tu as dit est juste pour les personnes qui nous écouteront, pour qui le terme de culture hollywoodienne est flou. C'est vraiment genre, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de syndrome Disney. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que on a, comme tu dis, occulté toute une partie. En fait, ça se passe pas comme ça quand tu rencontres une personne dans la vraie vie. On s'apprivoise, on se découvre. Ouais. Il y a des parties chez l'autre avec qui ce ne sera pas fluide tout de suite, en fait. C'est cet apprentissage, en fait, qui est peut-être pas du tout mis en lumière de la même façon, tu vois, qu'on peut apparenter ça à la parentalité. Où on dit, ouais, ça va être trop beau, c'est génial, mais en fait, c'est un apprentissage de ouf pour avoir côtoyé pas mal d'amis qui sont aussi papas, et même des amis qui sont mères. Mais en fait, c'est un apprentissage, de ouf. Là, c'est pareil. On a occulté toute une partie, ce qui fait que tu as toute une génération qui se construit sur un imaginaire biaisé. Et donc, quand ça se passe pas comme exactement je l'avais vu dans le film, je comprends pas. Ouais. Puis j'ai pas de référence, en fait. Il y a un dernier point sur lequel, avant de passer à la suite, tu peux mettre ta veste parce qu'il fait vraiment 3 degrés. Genre, moi, j'ai les mains, juste pour les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, j'ai les mains dans mon cache-cou que ma mère m'a acheté. Pas dans ton salon, là. Non, on n'est pas dans mon salon. Dans mon salon, on aurait été sous un plaid. Non, dans le côté crush, c'est le fait que il y a une limite entre romantisme et harcèlement. Et ça, on n'en a pas parlé avant. Okay. Mais en fait, tu sais, quand tu fais en fait, toi, tu as la maturité aujourd'hui de te dire, OK, il y avait un problème, il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a un décalage entre la réalité et ce que je ressens, etc. Mais il y a plein d'hommes qui ont regardé des films où vraiment l'homme pourchasse la fille. Elle dit au début... Ça, c'est vraiment typique. La fille dit non. Parce que, écoute, non, je peux pas, plein de raisons différentes. Et le mec dit, si, tu vas finir par tomber amoureuse de moi. Et tout le film, c'est cette chasse. Et il y a beaucoup de personnes qui mélangent romantisme et un peu la limite du harcèlement. Parce que toi, t'aurais pu, avec le fait que t'appelles ça une fixette, vraiment, t'étais dévoué. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette maturité de sentir la subtilité entre les deux.
Bah écoute, non, carrément. Moi, je pense que je me suis pris de plein fouet cette culture, je te dis, hollywoodienne, mais ma sensibilité faisait que j'ai pas forcément intégré le contre-aspect, genre machisme un peu, et il y a des choses que j'ai pu mettre en lumière. Mais par contre, je vais pas paraître plus fort que je ne le suis. Genre, j'ai vraiment senti en moi, oui, plein de fois. Cette forme de chasse, c'est un mot fort, mais je sais que plusieurs fois j'ai eu cette pensée. Non, attends, on dit qu'une femme doit se sentir désirée. Donc en fait, bah, même des fois, quand elle montre qu'elle est pas intéressée, elle est où la limite, tu vois? Genre, Ouais. ah, peut-être qu'il faut que je. Non, faut que je montre encore plus mon intérêt. Et donc, mais bien sûr que moi aussi, genre, tu t'es retrouvé des fois avec des noms, disons. Est-ce que c'est un vrai nom, quoi? Est-ce que c'est un vrai nom? Mm. Est-ce qu'il faut pas que je montre plus mon intérêt? Est-ce qu'il faut pas que je me démarque par rapport aux autres plus? Donc, ça peut être, je saurais pas exactement d'où ça vient, mais ça se trouve, ces racines-là viennent de l'imaginaire de la chasse, comme tu dis, potentiellement. Et ouais, je suis prêt à l'admettre, tu vois. Bon, en tout cas, si quelqu'un vous dit non, je ne suis pas intéressé, partez. Et à la limite, si cette personne se rend compte qu'elle s'est trompée, bah, elle reviendra vers vous et vous dira en fait, pourquoi pas. C'est ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs, fin collège. Mais après, il y avait le petit ego qui était là et qui a dit oui, bah non, t'es allé voir quelqu'un d'autre entre-temps, c'est fini. Ok. Dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ça parce que je trouvais ça assez important. Et je voulais aussi parler du fait que ces années entre tes 12 et tes 18 ans, elles n'étaient pas si faciles, justement par rapport à la sensibilité dont tu parles. Ouais. Et tu m'as parlé du fait que la cour du collège ou les relations entre les enfants, c'était pas facile. Et il y avait une certaine, tu m'as parlé d'une certaine violence en fait pour toi dans ces milieux-là, qui n'a pas été facile à gérer. Qu'est-ce que tu as utilisé comme ressources pour faire face à ça, et des ressources positives comme des ressources négatives dans le sens où elles t'ont peut-être moins fait du bien que ce que tu souhaitais? Bah, du coup, pour remettre en contexte, moi, j'ai vraiment détesté ma vie, mais vraiment à la haïr, quoi, entre mes 12 et 18 ans. Et donc, en fait, pourquoi ça a été aussi violent pour moi? Je venais d'une petite école primaire où on était 150 de la petite section CM2, et là, j'arrive dans un grand collège où on est 1200, et aujourd'hui, ils sont encore plus, tu vois. Et ça a été dur parce que pour moi, les années collège, c'était la cour de récré qui était dure, parce que c'était une immense arène à lion où régnait violence physique, psychologique, course à la hiérarchie de la popularité, les notions d'amitié étaient biaisées. Et ensuite, j'ai mal vécu mes années lycée. Pour là, c'est la salle de classe, l'intérêt pour les cours, je me retrouvais pas dedans. Et donc, quelles ont été mes ressources durant ces années-là? Tous les soirs, pour aller m'évader, j'avais besoin d'aller en forêt. J'avais une forêt pas très loin de chez moi. Et pour retrouver une sorte de calme un peu intérieur, je me rappelle au lycée, mais ma mère comprenait pas. Genre, je pouvais partir en forêt jusqu'à 23h. Vu que je détestais ma vie, mais que j'y étais bloqué, j'étais obligé d'aller à l'école. T'es obligé tous les jours de retourner dans l'endroit où tu ne te sens pas bien. Donc, j'allais m'évader. Donc, ça a le côté positif, j'ai envie de dire, la relation à la forêt, qui a développé une relation à la nature. Mais en aspect négatif, je crois que j'ai plongé dans les écrans, j'avais besoin d'évasion. Je me rappelle qu'en quatrième, à l'époque, on n'avait pas Netflix, donc il n'y avait rien pour te dire à quel épisode t'étais rendu. Donc j'avais un tableau Excel où genre, je suivais genre 14 séries en cumulé, et du coup, je notais à quel épisode j'étais rendu, sinon c'est trop compliqué, tu vois. Et donc je m'évadais en fait tous les soirs. Et puis après, ce qu'il y a eu de plus terrible, je crois que c'est en troisième, où là, un soir, je suis rentré, j'avais faim. Et du coup, j'ai pris juste une barre de céréales, et je me suis mis devant l'écran. Et j'ai adoré le moment où j'ai réalisé que, en fait, je peux m'évader à travers l'écran, donc partir dans un autre monde, et en plus, je peux manger un peu de sucre. Et en fait, j'ai augmenté les doses de sucre petit à petit, et j'ai réalisé que la sensation était encore plus forte parce que je pouvais m'anesthésier avec la bouffe. Et donc, bon, là, je peux pas appeler ça des ressources parce que c'est devenu des addictions, des besoins, mais du coup, si on restait dans le terme ressources, c'est des ressources négatives, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est des ressources que tu as utilisées à ce moment-là pour traverser ce qui se passait. Et c'est juste que tu t'es rendu compte qu'après, tu as eu besoin de réguler cette addiction au sucre. Ouais. Depuis que je te connais, tu as une attention vraiment mise dans l'alimentation. Avec des copines, on t'appelle l'homme jus, parce que tu peux passer des semaines à faire des jus. Et en même temps, ça t'a apporté cette conscience-là de la nourriture. Mais tu m'as aussi parlé que face à cet environnement violent, toi, tu étais en réaction et tu pouvais faire preuve de violence. Ouais. Donc, quand est-ce que tu as pris conscience de cette violence qui te traversait et qu'il fallait mettre en œuvre quelque chose pour la réguler, parce que ça crée des relations conflictuelles avec tes parents, mais ça pouvait aussi créer des relations conflictuelles au sein de l'école? Ouais. Mais en fait, tu vois, quand je repense, je me dis que c'est terrible parce que je trouve que c'est fou qu'on puisse laisser vivre ça à notre jeunesse, qu'on puisse permettre
Et le fait de ne pas s'interposer fait que presque on cautionne de tels comportements, tu vois, au sein même du système scolaire. Et en fait, c'était terrible parce que quand je repense au petit Melvin que j'étais, genre, t'es tellement dans un environnement agressif et malsain que t'es obligé d'être sur la défensive, tu te crées des carapaces. Sauf qu'en fait, moi, quand t'es dans un environnement malsain et agressif toute la journée, et que t'as l'impression que les gens veulent ton mal toute la journée, t'arrives pas le soir à poser ton cerveau quand tu rentres dans ta famille. T'arrives pas à dire que les gens veulent ton mal la journée, mais d'autres gens tels que tes parents et tes proches voudraient ton bien le soir. C'est trop dur, t'arrives pas en fait. Donc en fait, le soir quand t'arrives dans ta famille et là des gens veulent ton bien, eh ben t'es sur la défensive, t'es hyper agressif parce qu'on est agressif avec toi la journée, ou du moins tu le ressens tel qu'un environnement hyper agressif. Et donc t'es violent quoi. T'es juste violent pour essayer de te protéger de la violence ambiante. Et donc tu parles mal mais à tes parents. Et surtout, vu que j'ai un petit frère et une petite sœur, ma petite sœur était encore petite, donc t'as encore une sorte d'instinct où tu veux en prendre soin. Mais mon petit frère, je lui en ai fait baver. Vraiment, je lui en ai fait baver inconsciemment, parce qu'en fait, je souffrais. Et lui, il était encore en primaire, il avait une forme d'innocence. Et c'est ce truc hyper malsain où tu te dis, intérieurement, c'est que toi, t'en souffres, donc tu comprends pas pourquoi des gens autour de toi ont le droit de bien vivre, alors que toi... Genre, tu souffres et tu fais que de le dire. Permettez pas que lui, il vive bien alors que moi, je souffrais autant. Et en même temps, quand j'en parlais à mes parents, il n'y avait pas d'alternative parce que tu vas pas à l'école. Tu vas à l'école, quoi. La question se pose pas. Voilà. Ce sujet de violence, entre guillemets, et de cette relation avec ton frère, on va y revenir à la fin de l'interview parce que tu as eu tout un cheminement depuis le collège et le lycée. Dans ton imaginaire, mais dans ton rapport au corps, dans ton rapport à l'intimité. Parce que ta transformation, elle est surtout après. Et moi, je suis trop contente de t'avoir rencontré il y a quelques années, quoi, quand je t'ai vu l'homme que tu es devenu. Donc, je suis ravie de pouvoir faire un point sur comment tu es devenu cet homme que j'ai rencontré. Mais avant de passer à ça, j'avais juste envie de te demander comment t'étais dans ton corps. Si on est dans l'intime, comment t'étais dans ton corps, collège, lycée, comment tu te sentais? Du coup, de l'extérieur, parce que vu que j'ai pas eu de rapport intime à ces âges-là, genre mon premier bisou c'était en 4e, mais on n'a pas eu de rapport intime, juste de l'extérieur, mon corps, c'est l'adolescence, tu vois. En plus, moi j'avais une mauvaise alimentation, il n'y avait pas eu cette éducation-là vis-à-vis des parents, donc pas mal d'acné, parce qu'aujourd'hui je pense que l'alimentation joue beaucoup sur l'acné. T'es aussi conditionné, moi j'étais à fond dans le foot. Donc à l'image des footballeurs, vraiment, tu veux être le plus beau, quoi. T'acceptes pas ton corps. Juste, tu veux être beau gosse pour attirer les filles sur lesquelles t'as des crushs. Les filles ont aussi cette culture de la beauté. Et donc t'acceptes aucune imperfection, quoi. Donc je crois mes premiers boutons, c'était en 5e. Et genre le premier, il était terrible. Alors que je me dis, putain, le premier, franchement, comparé à ce qui est venu après, ça allait, tu vois. Ouais. Donc non, t'es mal dans ton corps, t'es mal dans ta peau et t'essayes de cacher tout ça et beaucoup de gel dans les cheveux, 20 minutes, 25 minutes devant le miroir tous les matins pour que aux cheveux près, tu vois, tout doit être calculé. Donc non, je pense qu'il n'y a rien de sain là-dedans. Après le lycée, tes mots, ça a été, j'ai décidé de troquer la théorie avec la pratique parce que le lycée, t'as jamais été épanoui. C'est vraiment, tu disais tout à l'heure, il y a eu la souffrance de la salle de classe, de ne pas trouver de sens dans les cours, notamment parce que tu as développé une connexion ou une présence envers la nature forte. Et tu te disais, moi, je veux ça a beaucoup plus de sens pour moi que les cours. Donc pourquoi tu as choisi de troquer la théorie avec la pratique et qu'est-ce que tu as fait comme choix pour ta vie pro et perso à la suite de ton lycée ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je dirais fin collège, début lycée, j'ai les premières grosses prises de conscience écologiques dues au fait que, genre, avec mon meilleur ami, on allait surfer. Donc, c'est d'abord venu d'un amour pour l'océan et ensuite d'un amour de la nature en général. Et du coup, j'avais l'impression qu'on n'apprenait pas ça, en fait, à se former en fonction de cette crise écologique qui advenait. Et donc, moi, je sentais un gros manque de sens dans ce qu'on nous transmettait en classe. Et c'était complexe parce que pourtant, j'avais une grande capacité intellectuelle. Du fait que j'avais mal vécu mon collège, j'avais remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Et j'ai commencé à me poser des questions existentielles très tôt. Donc, j'avais une capacité un peu cérébrale à appréhender les concepts abstraits hyper forts. Donc, en fait, j'étais pas juste
un cancre où l'école pour moi c'était difficile parce qu'en fait j'avais des capacités intellectuelles fortes et donc c'était facile, mais juste ça ne me parlait pas du tout. Et je crois que c'est juste une semaine avant le bac de français, donc en première, où j'ai vu le film Enquête de sens de Marc de la Ménardière. On en reviendra sûrement un peu après. Et dans ce film, il y a une phrase hyper forte d'un Indien qui dit, qui conseille lui à tous ses élèves de ne pas chercher d'emploi, c'est trop réducteur, mais de chercher un mode de vie. Et cette phrase, elle va me percuter. Et du coup, je vais décider, j'étais pris en école sur Paris, mais je vais décider de ne pas faire d'études et d'entreprendre un tour de France parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis hyper intéressé par les écolieux, ces gens qui rachètent des terres ensemble et qui essayent de retrouver un lien avec leurs besoins essentiels et rééquilibrer la notion de temps avec la notion d'argent. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire d'études et de réapprendre tous mes besoins primaires, donc se nourrir, se loger, l'énergie et l'éducation. Je voyais 4 piliers à 18 ans. Et donc, j'ai fait un tour de France avec un principe qui s'appelle le woofing. Tu vas dans des fermes biologiques, tu es nourri, logé, blanchi, mais tu n'es pas payé. Et tu apprends. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la permaculture. Donc, en fait, j'en avais marre de la salle de classe, d'être toujours assis sur une chaise, de la théorie. En plus, j'étais pas trop d'accord avec les professeurs, avec ce qu'ils disaient, ou du moins pour moi, ils apportaient pas des connaissances nécessaires au monde de demain. Ils étaient toujours dans cette mentalité, trouve ta place dans la société, dans cette société de consommation actuelle, et ça ne me parlait pas. Et donc j'ai troqué ça pour le woofing, où là, eh bien, j'étais sur le terrain. C'est fou, quand tu troques la théorie pour la pratique, c'est bien plus simple. La pratique, quelqu'un te montre le geste une fois, 2 fois, tu le fais toi-même une fois, 2 fois, et tu as le geste en toi à vie. Alors que mon meilleur ami, par exemple, qui était en médecine, c'est l'inverse. Tu vois, t'es obligé de répéter les phrases à voix haute jusqu'à ce que ça rentre. Donc là, genre, la pratique, pour moi, c'était incroyable à quel point c'était plus simple. Et ensuite, j'allais chercher mes professeurs par moi-même, les gens qui m'inspiraient. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore avoir des mentors. Donc j'allais chercher mes mentors. Mes professeurs, ils n'étaient pas définis. C'était à moi d'aller les chercher. Donc voilà ce que j'entends par troquer la théorie pour la pratique. Et le fait de subir les professeurs qu'on t'impose, où là, je vais chercher mes mentors. Donc là, je crée du réseau, je crée de l'inspiration. Mes professeurs sont aussi des modèles pour moi en tant qu'être humain. Donc voilà tout ce qui a changé dans ma vie et du coup, qui a énormément influencé l'être humain que je suis devenu. Ça m'a profondément apaisé. Ça a apaisé toute ma relation avec mes parents. On en reviendra après, tu disais, mais avec mon frère et ma sœur. Ça m'a mis en confiance et ça m'a aussi mis en confiance vis-à-vis des filles. Ouais. Et donc, juste avant de retourner au sujet des filles, j'avais envie d'aller sur un sujet qui est un peu ton deuxième pilier, je trouve, de ce nouveau Melvin, de ce que tu es devenu, qui est la spiritualité. Ce rapport à la nature et la spiritualité. Donc, petit détour pour mettre en fait en contexte ce parcours intime que tu nous dévoiles. Ouais. C'est, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as croisé la spiritualité ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Pour qu'on comprenne un peu comment ça t'a structuré pour la suite. Eh bien, comme j'ai dit, moi j'ai énormément souffert, c'était à partir de la 5e. Et donc ma mère voyait bien que je n'allais pas bien, donc elle a commencé à m'emmener voir des personnes, des praticiennes plus dans l'énergétique, des kinésiologues, des choses comme ça pour que j'aille mieux. Et donc là, petit à petit, ça m'a ouvert à ça. Mais surtout, j'étais en souffrance, donc t'essayes quand même d'aller mieux. Moi, ça a d'abord été par la philosophie, essayer de comprendre d'où venait la souffrance, quel était le sens de la vie, pourquoi je souffrais autant. Et ensuite, j'avais vu des films, dont le livre qui est devenu ma Bible, c'est Le Guerrier Pacifique, qui est d'abord en film, ça m'avait beaucoup marqué. Et un jour, je vois un prospectus de géobiologie. Et donc, j'avais 17 ans, et donc je vais à une conférence un soir. Et moi, je croyais que j'avais hyper mal compris le prospectus. Je pensais que c'était 2 professeurs de Nantes, un de géologie, un de biologie, qui venaient faire une conférence. Et vu que j'étais fasciné par la nature, je fais pourquoi pas. J'arrive là-bas, et en face de moi, il y a un géobiologue, aucune idée de ce que c'est, et un médium. Et là, je fais, mais où est-ce que je suis arrivé ? Et c'est le médium qui fait l'introduction. Et je me dis, bon, quitte à être là, je vais écouter. Et le médium commence avec, bon, écoutez, on est en petit comité, donc j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il y a une vie après la mort, tout le monde est convaincu. Et là, je suis, mais oh, où est-ce que je suis là ? Où est-ce que je suis tombé ? Où est-ce que je suis tombé ? Et je me dis, bon, moi, je m'étais jamais posé ces questions sur la mort. J'avais tellement de problèmes avec ma vie, mais tellement, Juliette, ma vie était un enfer. Ouais. Que déjà, si je pouvais résoudre mes problèmes avec ma vie, c'était génial. Genre, fallait pas que je me rajoute des sources de stress pour la mort, tu vois. Genre, ce qui se passe après. Donc, je me dis, écoute, je suis là. J'ai qu'à adhérer à leurs croyances le temps de la conférence, parce que si je reste fermé, je vais rien apprendre.
Et si ça me plaît pas, à la fin de la conférence, je poserai ces croyances de côté et je reprendrai mes croyances, tu vois. Et en fait, il y avait tellement d'amour dans la bouche de ces gens, même quand ils parlaient de la nature, moi qui allais me réfugier en forêt, qui avait besoin de m'aérer l'esprit tous les soirs, ils parlaient d'un amour de la nature que j'avais jamais entendu que dans la bouche des écologistes, tu vois, des écolos. Bon, bref, t'as compris. Ouais. Et donc, eh bien, à ce moment-là, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que quand j'adhérais à ce système de croyances, eh bien, le fait de ne plus avoir peur de la mort, ça fait que tu n'as pas peur d'aller au bout de tes rêves. Parce qu'en gros, les gens ne vont pas au bout de leurs rêves parce qu'ils ont peur de se retrouver à la rue, tu vois, de se finir sans rien. Et la peur de la rue, pour moi, c'est une peur de la mort déguisée, c'est une mort sociale. Mais si j'ai plus peur de mourir. Bon, c'est un cheminement hein, de ne plus avoir peur de mourir. Ça se fait pas d'un coup. Mais j'ai plus peur de me retrouver à la rue. Donc j'ai plus peur d'aller au bout de mes rêves. Donc je vais pas m'enfermer dans une vie remplie de peur. Dans tous les cas, je vais aller au bout de mes rêves. Et donc, rentrer dans la tête d'un jeune homme de 17 ans, le fait que tu vas aller au bout de tes rêves parce que t'as pas peur de la mort, c'était hyper fort pour moi. Et ça a construit l'ensemble de la personnalité que je suis devenu. En fait, c'est devenu un immense pan dans ma vie. Et donc, c'est comme un fil que j'ai tiré, tu vois. C'est le fil d'Ariane sur lequel j'ai tiré. Et c'est venu d'abord de ça, tu vois, le rapport à la mort. Et après, ça s'est élargi à 1 million de sujets. Merci beaucoup. Je pensais que c'était important que les personnes puissent comprendre comment ça t'avait influencé et comment ça t'a impacté. Surtout que c'est par le biais de ce médium, je crois, si j'ai bien compris, qui t'a conseillé ou qui t'a fait rencontrer quelqu'un. Enfin, en tout cas, t'es resté en contact avec lui. Un jour, il t'a contacté, il avait rencontré une jeune fille. Il t'a dit, tiens, je vous mets en contact parce que j'ai une intuition et puis je pense que vous pourriez bien vous entendre. Et c'est ta première relation amoureuse. Donc, on en revient à l'amour, à l'intime. Quel cadeau est-ce que cette relation t'a donné? Enfin, est-ce que tu pourrais nous raconter cette relation, nous dire quel cadeau elle t'a apporté et quel challenge elle t'a aussi mis en face de toi? Eh ben, du coup, quand cet ami me met en relation avec mon premier amour, donc je la rencontre déjà, et du coup, on va passer un après-midi ensemble à refaire le monde. Et on voit qu'on a plein de centres d'intérêt en commun, que le courant passe bien, tu vois. Et moi, rapidement, vu que je suis imbriqué dans mes conditionnements, je connais que le crush et l'idéalisation, en un après-midi, je sais qu'elle me plaît et que je commence à accrocher sur elle. Et alors, à cette époque, je te disais, moi, à tomber amoureux, pour moi, ça allait plus fort. C'était vraiment, je commençais à tomber amoureux. Et avec cette femme, on avait quand même 6 ans d'écart. Et donc, je pense que c'est aussi important dans ma construction, c'est que du coup, moi, j'avais 18 ans, elle en avait 24. Ouais, elle en a eu 25 rapidement. Et donc, on avait plein de centres d'intérêt en commun, le courant passait bien, mais il y a beaucoup de peur aussi. Parce que là, je vais taper dans le côté de l'homme, être à la hauteur, tu vois. Vraiment comment être à la hauteur. J'étais en woofing, donc je commençais à apprendre à cultiver la terre. Mais il y avait plein de trucs, genre j'avais jamais trop cuisiné de ma vie. Sauf que là, t'es avec une meuf de 24 ans, donc il y a des basiques à avoir, tu vois. Donc il y a plein de trucs que j'ai dû apprendre très tôt. Et donc au-delà de cette liberté, ces centres d'intérêt en commun, mais tout comme premier amour, tu vois, où tu pouvais parler de plein de sujets, dont aussi ce sujet un peu plus le développement perso, un peu plus de la spiritualité, mais aussi il y avait tout le côté la nature, l'écologie. Elle qui avait pas mal voyagé, c'est ça aussi qui m'a surtout... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on m'a souvent dit que j'étais plus mature que mon âge, et donc il n'y avait pas autant de maturité chez les filles de mon âge, de 18 ans, que je le voyais chez elles, tu vois, qui étaient plus âgées. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était génial, c'est le cadeau en tant que tel. Et puis ça a aussi été ma première fois. Et là, pareil, quoi, tu veux être à la hauteur. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que tout ce conditionnement hollywoodien, il a aussi été génial sur un point. C'est que moi, malgré entre hommes aussi, entre jeunes hommes, la course à fais ta première fois le plus tôt possible, t'es ringard si tu l'as pas fait, ce qui est terrible, moi je m'étais toujours promis, non en fait, je veux faire ma première fois avec une femme dont je suis amoureux. Et ça, j'ai toujours réussi à ne pas en démordre, quoi. Je voulais absolument. Eh bien, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ma première fois avec une femme dont je suis amoureux. Et c'était ouf. C'était ouf parce que ça a énormément participé à ma construction actuelle, à ma vision de la sexualité. Et surtout, j'ai découvert un truc de fou, Juliette. Un truc de fou qui est...
ce que j'ai vécu, moi, c'est que lorsque tu découvres l'autre et que vous commencez à vous déshabiller et que tu arrives aux premières choses que tu n'as jamais faites, eh bien, moi, j'avais l'impression d'avoir un petit ange sur mon épaule qui s'appelle Amour et qui te dit « Ah tiens, fais donc ça, là, tu vas voir, ça va lui procurer du plaisir. » Et je fais « Ah ben ok. » Et je fais ça, et effectivement, ça lui procure du plaisir. Donc, ça m'encourage. Je prends confiance en moi. Et donc ça a été un gros cadeau. Donc et après, tu continues. Et donc même si je te dis pas que ma première fois a été incroyable, comme toutes les premières fois, tu as quand même la réalité où tu découvres ton corps. Et surtout, tu découvres l'autre. Genre, comment tu fonctionnes, comment je fonctionne. Et j'ai quand même eu ce cadeau de pouvoir faire ma première fois avec une femme dont j'étais amoureux. Et de découvrir que ça me mettait en confiance, en capacité. Et ça me donnait de l'intuition sur comment lui procurer du plaisir. Oui, tu m'avais vraiment dit que tu t'étais sentie guidée par l'amour. Et en fait, ça t'a mis en confiance, ça t'a connecté à elle. Et je pense que ça ouvre des voies énormes. Moi, j'ai adoré quand tu m'as dit, quand on s'est appelé, en fait, ma première fois, j'étais guidée par l'amour. J'étais là, mais si seulement toutes les premières fois pouvaient être dans ce mood. Parce que, comme tu dis, de toute façon, c'est un nouveau corps. Toi, tu te connais pas spécialement pleinement, même si tu connais bien ton corps, etc. Donc, je trouvais ça hyper inspirant. Merci d'avoir partagé ces détails sur la première fois. Moi, j'aimerais savoir si vous communiquez bien et comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Eh bien non, on communique pas du tout bien. On communique pas du tout bien parce que je ne connais pas ça. Je n'ai pas appris à communiquer dans un couple. Je n'ai pas réalisé, même dans mes amitiés. Je te dis, moi, je sors du collège-lycée, genre, c'est encore beaucoup d'ego. Tu penses souvent à toi. Tu ne comprends pas que la communication est une base, même au sein de tes amitiés, en fait. Tu es toujours dans des sortes de prismes où tu vas avoir raison. Et donc, en fait, on va avoir un mois passionnel de ouf, qui va être génial, mais qui est aussi nourri par la passion hollywoodienne, hein. Et un mois destructeur. La passion ne va pas sans la destruction. S'il n'y a pas de la communication et s'il n'y a pas une mise en lumière sur les schémas, nos comportements qui se passent au sein de notre couple. Donc non, ça a été un mois passionnel, un mois destructeur, terrible. Franchement, j'en suis sorti le cœur brisé, tu vois. C'est elle qui a mis fin à la relation. Et voilà. Et ensuite, tu continues le woofing, tu continues ton parcours. Ton petit cœur, il est un petit peu cassé. Mais tu rencontres au moment d'un woofing Camille et Raphaël qui vont te proposer de partir en autostop au Maroc. C'est ça. Sans argent. C'est ça. Et tu te dis, dans tout le Melvin que tu es, bon, pourquoi pas. Donc tu pars. Et là, ce voyage, il t'a apporté plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il t'a apporté? Et aussi, est-ce que tu pourrais nous parler de comment ton amitié avec Camille t'as créé des déclics dans tout ce qui est relationnel et sexuel? Eh bien, du coup, comme je l'ai dit, moi, je suis en tour de France de woofing pour apprendre la permaculture. Et lors d'un woofing en Ariège, je rencontre cette jeune femme, Camille. Faut comprendre que quand on est en woofing, on est autodidacte un peu. Genre, tu choisis les formations que tu veux faire dans le coin. Puis après, je rentrais, je faisais un peu d'intérim. Et puis je choisis mes formations. Et à la fin de cette formation, j'avais rien prévu. Et on est au mois de mai. Et Camille me dit, si t'as rien prévu, si tu veux, avec un pote, on a pour projet d'aller au Maroc en autostop. Et je dis, waouh, j'ai jamais fait d'autostop, mais pourquoi pas? Et après, ils ont rajouté cette dimension. Oh, vas-y, on arrive à se nourrir qu'en faisant les invendus des Biocop. Vas-y, on fait un voyage sans argent. Donc je fais, oh, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas? Donc, t'es nu, tu vois, dans le sens où on dormait en tente, camping sauvage, t'as pas d'argent, c'est ton défi. Et en fait, on va vivre un voyage incroyable. Ça va être une claque d'humanité, tu vois. J'ai un père un peu strict sur les bords qui me dit, ah bon, c'est bon, t'as fini tes vacances, ça t'a rien apporté sur le CV, reprends ta vie. Alors que moi, pas du tout. Genre, sur le CV, c'est une claque d'humanité immense. Et en fait, j'ai adoré le voyage. Le voyage était incroyable. En autostop, du coup, tu rencontres plein de gens. Camping sauvage, tu libères plein de peurs. Genre, tu te retrouves confronté à des peurs telles que je sais pas où je vais dormir ce soir. Jamais dans ta vie, t'es confronté à cette peur-là. Donc, tu libères plein de trucs. Donc, j'ai adoré le voyage en autostop. France, Espagne, Portugal. Là, c'était génial. Puis après, le Maroc. J'ai découvert la culture à travers le quotidien d'une famille qui nous a accueillis. Ça, c'était génial. Ça m'a forgé. Mais ce qui m'a encore plus enrichi, c'est le voyage à travers mes coéquipiers, mes compagnons de voyage qui étaient Raph et Camille. Parce que quand je suis arrivé dans ce cercle, j'avais 19 ans, eux avaient 23 et 24, encore un peu plus âgés. Et en fait, ils avaient des bases de communication. Ils s'étaient un peu tous les deux formés à la CNV. Et en fait, concrètement,
déjà dans la façon de parler avec eux, tu sentais que c'était beaucoup plus moins d'ego, beaucoup plus exprimer ses besoins pour qu'on puisse arriver, parce qu'on avait un but, arriver au Maroc, tu vois. Faut pas qu'on se prenne la tête avant et qu'on rentre tous chez nous. Et donc on avait un but, un projet en commun et on devait communiquer pour atteindre ce but. Et concrètement, tous les 2-3 jours, Camille nous faisait nous asseoir en cercle, nous disait ok, il y avait plein d'exercices qui m'avaient marqué, c'était ok, là on exprime tout ce qui va mal en nous, en fait, tout ce qui nous gêne chez les autres. Donc là, tu poses une base où on dit allez, vas-y, tout ce qui te déplaît chez moi, libère-le, tout ce qui va pas entre nous, pour qu'on puisse le libérer et après en sortir plus grand pour pouvoir continuer notre projet. Et c'était fou. Donc il y a toutes ces règles de communication de dingue que j'avais jamais pratiquées qui étaient folles en fait. Ça libère de plein de choses. Et aussi Camille, parce que Camille, au-delà de s'y connaître à fond en communication, elle avait fait des études de naturopathie, donc elle avait tout un contact avec la nature. C'était aussi une grande féministe. Et elle m'a littéralement fait comprendre plein de choses sur les femmes. Rien que dans notre regard, tu vois. Nous, on était jeunes, même quand t'es pris en autostop par une femme que tu trouves belle, tu sens que dans ton petit gars de garçon, t'as un truc waouh. Et genre, elle est trop belle et t'as envie de la drague qui veut venir, ou ces trucs qui sont complètement des conditionnements, tu vois. Et Camille, tu vois, venait métaphoriquement, tu vois, me taper derrière la tête en disant non mais Melvin, une femme est bien plus qu'un corps. Et genre, elle m'a appris ça. Je pense que le plus gros message, mais tu vois, on a voyagé 3 mois, donc c'est par petites doses jusqu'à ce que ça s'imprègne en moi. Genre, à la fin du voyage, je considérais Camille comme une sœur. Et même si je la trouvais très belle parce qu'elle était très belle et au début de notre rencontre, elle m'attirait physiquement, à la fin, on dormait même dans la même tente. Genre, il faisait chaud, on était nuls l'un contre l'autre, tu vois. Mais c'était une sœur, tu vois. Pour moi, j'étais tellement fan de son esprit, amoureux de son esprit en tant que frère et sœur, tu vois. Elle était tellement géniale que j'avais oublié je la considérais plus juste comme un corps qui m'attirait. Et ça a été hyper enrichissant. Surtout quand tu grandis dans ce truc d'Hollywood, une femme belle et tu n'es heureux que dans le couple, et donc tu as toujours cette idée d'ambiguïté entre un homme et une femme qui finalement se construit toujours. Camille t'a montré que les relations allaient bien au-delà et que c'était ok, que le physique ait des sensations, mais qu'après tu peux te connecter à plein d'autres choses. Peut-être qu'elle a aussi déconstruit l'image de l'objet femme désirante qui est construit dans l'imaginaire d'un garçon, quoi. Tout. Puis c'est les premiers mots qui viennent, quoi. Tu prends patriarcat, t'as aucune idée de ce que c'est, genre. Merci Melvin. Les mouvements féministes, genre. Elle a mis je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a transmis à ce moment-là, ouais. Ensuite, j'aimerais qu'on aille vers la Cambrousse. Mais juste pour mettre un tout petit peu de contexte pour la suite, c'est que tu as rencontré une femme ensuite pas sur Bumble, mais sur une appli de rencontre, non ? Ouais, Tinder. Sur Tinder. Tu es sorti avec elle et tu t'es vite rendu compte que tu n'étais pas amoureux. Et donc, ça s'est terminé, ça a été un peu compliqué et tu t'en es voulu de ce qui s'est passé. Et donc, tu t'es dit après... ok, j'ai besoin d'être seule parce qu'avec tous les enseignements de Camille, de la spiritualité, de la nature, j'ai besoin de vraiment me connecter à ce que je suis pour comprendre avec qui je veux être, et tu sentais que c'était pas juste pour toi. Et à ce moment-là, ou en tout cas un petit peu après, t'es arrivé à la Cambrousse, qui est un écolieu qui a été créé par Marc de la Ménardière, dont tu parlais, le réalisateur du film En quête de sens, et Mallory Malmasson. Mallory Malmasson, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique sur la sexualité sacrée. Et donc, j'aimerais juste que tu me dises qu'est-ce que ça t'a appris de parler et de vivre en fait avec Marc et Mallory au quotidien sur les relations et le couple. En sachant qu'en plus, tu étais dans cette réflexion de j'ai besoin de vraiment trouver quelque chose de juste pour moi. Eh ben, ouais, comme tu l'as dit, je sortais de cette relation où j'avais réalisé que j'étais pas amoureux, où j'étais dans cette relation plus pour le réconfort. Et du coup, je me dis, mais telle une personne qui a toujours été en couple toute sa vie et qui se dit non mais là j'ai besoin d'être seul, il faut que j'arrête d'enchaîner les relations, ben moi je me dis non mais il faut que j'arrête de crocher sur n'importe qui, d'être toujours amoureux de quelqu'un, genre apprends à être déjà heureux seul, justement, à aller contrer ce conditionnement hollywoodien, le bonheur est dans le couple, non, déjà va trouver le bonheur en toi et le couple sera un bonus. J'ai 20 ans à ce moment-là et c'est terrible, et c'est passé du coup 1 an et demi où j'ai eu aucune relation, aucun bisou, rien, pour aller déconstruire ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, et presque à la fin de ces 1 an et demi, j'arrive à la Cambrousse. Et à la Cambrousse, lieu merveilleux, je suis dans un rêve, parce que du coup je viens de travailler même pour le réalisateur du film qui a changé ma vie.
Je rencontre Mallory qui est incroyable, je suis nourri sur tous les plans de mon être, le contact à la nature, je suis constamment entouré de gens intelligents et bienveillants, ce qui est fou, ce qui est littéralement fou de vivre constamment dans cet environnement-là. Et je rencontre Mallory. Et Mallory, au-delà de tout, la merveilleuse personne qu'elle est et tout ce qu'elle apporte dans ce monde, vient d'écrire un livre justement dont tu viens de mentionner le nom. Et en fait, quand je parle avec Mallory ou quand je lis ce livre, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a la même vision que moi. Parce qu'en fait, moi, le jeune homme sensible que j'étais, conditionné par Hollywood, s'était toujours dit « Ouah, mais quand je rencontrerai genre la femme de ma vie, parce que forcément tu te projettes comme ça, eh bien je me dis « Non, mais je suis sûr, enfin j'ai envie, tu vois, de déjà les premières semaines, juste être capable de m'émerveiller, de la regarder. » Bon, ça c'est la partie du crush, on va dire. Tu vois, je l'ai toujours fait, déjà tu t'émerveilles, j'ai rien qu'avec le crush, de loin. Après, tu t'émerveilles d'apprendre à la connaître, d'échanger avec elle. Ensuite, vous embrassez, donc littéralement, tu t'émerveilles de pouvoir juste l'embrasser. Et puis petit à petit, tu découvres son corps. Genre, tu dénudes le corps, vous dénudez vos corps petit à petit, et tu prends soin de tout le corps. Tu vois, tu passes par les épaules. Ça me fait penser à l'épisode avec Coraline qui dit « Mais pourquoi les mecs ne pensent jamais à mes épaules ?» Ben voilà, on pense aux épaules, et on y va petit à petit, jusqu'à ce qu'on découvre nos parties sexuelles. Et peut-être qu'en fait, finalement, ben, on fera l'amour qu'au bout de plusieurs mois, vu qu'en fait, j'ai envie de prendre le temps et d'explorer et de prendre le temps et de reconnaître la chance que j'ai de pouvoir accéder au corps de la personne que j'aime. Et quand j'arrive à la Cambrousse, Mallory vient littéralement d'écrire un livre qui dit en gros ça, mais bien plus, tu vois. Mais elle, du coup, elle amenait cette notion. Il y a une double lecture dans ce livre où à la fois il y a en fait je pense que ce livre c'est avant tout un livre qui a pour but d'être pertinent dans notre période moderne où la sexualité peut aller dans tous les sens, justement, peut être ternie par toute la vision pornographique et tout ça. Et ça impacte beaucoup les relations, bien qu'il y ait toute une liberté qui est géniale et une réappropriation des corps, ça amène un manque de conscience dans nos pratiques sexuelles. Et elle revient, je trouve que c'est un livre pertinent pour aujourd'hui, où elle vient dire, sans le discours spirituel, tu vois, elle vient juste dire, amener des ateliers, des exercices, pour dire, ramener plus de conscience dans vos relations sexuelles. C'est pas neutre, un acte sexuel. C'est un don des deux corps. Et il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Et du coup, elle amène des exercices pour ramener plus de conscience dans cet acte. Et du coup, elle nous fait comprendre qu'à travers plus de conscience, vient plus de plaisir. Et ça, c'est génial. Et après, elle a aussi tout. La spiritualité, c'est aussi toute une grille de lecture, c'est un champ lexical pour moi. C'est juste un champ lexical. Si tu n'y adhères pas, change tes mots avec les mots qui sont plus simples pour toi. Et aussi, elle amène ce truc qui est génial pour l'aventurier et l'explorateur en moi, qui est ce terme de sexualité sacrée, qui n'est pour moi rien d'autre qu'une aventure, où là, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, venez, on amène encore plus de conscience. Et du coup, elle amenait des choses comme, attendez, là, quand vous rencontrez une personne, ne faites pas l'amour pendant 7 mois. Apprenez à vous découvrir. Et là, je me dis, oh, c'est ouf, c'est l'intuition que j'avais eue. Et du coup, je vais arriver à cette femme que j'ai rencontrée le premier été où je suis à la Cambrousse. Bah vas-y, je t'écoute Maëlyn. Ouais, okay. Tu peux raconter, on peut l'appeler Amandine. Ok. Je trouvais que c'était joli. C'est très joli. Donc cette femme Amandine, elle est plus âgée que toi. Ouais. Elle est dans la même dynamique de recherche que toi au niveau des relations. C'est ça. Et vous allez finalement appliquer ensemble des concepts et des ateliers. Donc vas-y, je t'en prie. Eh bien, du coup, je rencontre Amandine. Et ce qui est génial, Amandine, c'est qu'elle a lu ce livre de Mallory. Donc même moi, si j'avais ces prédispositions romantiques en moi, j'ai pas à les expliquer, vu que quelqu'un a écrit un livre et elle a lu ce livre. Du coup, on est presque sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc génial. Et puis en plus, Amandine avait toutes ses insécurités aussi. Elle avait peur de l'engagement, de la relation, besoin d'être en relation libre. Donc, ça va être juste de la découverte, tu vois. Même si c'est dur pour moi, je dois t'avouer, pour mon romantique intérieur et conditionné comme je suis, à imaginer que je vais, en quelque sorte, m'investir dans une relation qui est libre et après, elle va rentrer chez elle, donc il n'y aura rien. Mais bref, on va commencer à se découvrir, à voir qu'on a des centres d'intérêt en commun. Et puis, le moment vient où on s'embrasse et on veut aller plus loin. Mais on se dit, tiens, vas-y, est-ce que ça te dirait qu'on applique, en gros, les exercices de ce livre pour voir ce que ça fait? Et en fait, la Juliette, ça va être ouf. Clairement, ça va être ouf.
Ça va être ouf parce que je vais essayer de le décrire avec des mots le mieux possible, mais c'est compliqué. Parce que du coup, Amandine est déjà une femme plus âgée, ok? J'ai 21 ans, elle en a 30. Elle a beaucoup plus expérimenté, voyagé, découvert, et elle a un bon rapport avec son corps. Des problèmes avec son image, tu vois, mais par des pratiques telles que la danse, le chant, elle est dans son corps. Et je pense que c'est hyper important. On est une société qui est très mentale, qui intellectualise beaucoup. On est déconnecté de nos corps. Et je pense que je peux lui faire ce cadeau-là, reconnaître qu'elle, elle était proche de son corps et de ses émotions. Et ça va être génial, ça va beaucoup nous apporter. Et c'est important, je pense, pour le récit. Parce qu'au début, on va se découvrir. Et du coup, on va s'embrasser. C'est-à-dire que concrètement, les premiers moments au lit, on a encore nos couches de vêtements, tu vois. Et juste, on s'embrasse. Donc, en gros, moi, j'ai accès au visage et au cou, ok? Ouais. Et un peu aux épaules si je tire sur le, si je tire sur le pull, tu vois. Et du coup, si tu te dis que tu as le droit qu'à cette partie-là, toi, ça te met dans un état où tu vas te dire, ok, genre, tu vas être énormément dans le ressenti parce que tu vas pas direct aux parties génitales qui sont celles qui, sur le papier, font le plus de plaisir, tu vois, procurent le plus de plaisir. Là, du coup, je vais concentrer mon attention que sur ces parties-là. Et même moi, quand elle va m'embrasser, elle va embrasser que ces parties-là. Donc, en fait, poser mon attention que là-dessus et me concentrer là-dessus, ça va faire que je vais avoir petit à petit accès à un niveau de sensibilité où ça va me faire des effets de dingue. Et donc, pour essayer d'aller droit au but, parce qu'on n'a pas énormément de temps, on va se découvrir petit à petit, enlever nos vêtements petit à petit. On n'enlèvera jamais on est dans le salon de la lingerie, on n'enlèvera jamais la lingerie. Moi, on n'ira jamais plus loin que la culotte et le soutien-gorge et moi, mon caleçon. Et du coup, en prenant soin de tout son corps et en embrassant tout son corps, ça va faire des effets de dingue. Et surtout, il va y avoir nos deux corps l'un contre l'autre. Et comme j'ai dit, Amandine est très proche de son corps. Dans le livre Foufoune Cosmique, il y a des ateliers, tu vois, de respiration, des actes hyper basiques où ça te permet de te connecter à ça. Et je vais découvrir un truc de dingue. Je vais découvrir que rien qu'en étant proche, l'un contre l'autre, corps à corps, elle va être hyper réceptive à mes bisous, à mon corps, mais aussi genre à mon sexe, même s'il est dans son caleçon. Ouais. Elle va être hyper réceptive. Genre un mouvement de bassin, malgré les couches de vêtements, genre ça va lui faire un effet de dingue. Je fais, wow, c'est ouf. Ouais. Et du coup, genre, déjà, toi, tu prends énormément confiance en toi. Parce que, au-delà de tout, tout ce qu'il y a à mettre en lumière sur le plaisir des femmes aujourd'hui, il y a aussi toute une pression sur les hommes où il faut aller procurer ce plaisir. Il y a ce truc hyper malsain où tu te dis, ok, genre, je dois aussi, quand c'est pas juste l'homme qui pense qu'à sa gueule et qu'à son plaisir et qui a envie de faire un peu mieux que juste sa gueule et son plaisir. Et après, il se met une pression pour dire, ok, je dois être l'homme, je dois lui procurer du plaisir. Sans se dire, ok, on peut en parler, tu vois, qu'est-ce que t'aimes, tu vois, ces phrases basiques. Et du coup, là, toutes ces pressions-là, voir qu'elle est hyper réceptive à mon corps, ça me donne énormément de confiance. Et on va découvrir des trucs de dingue jusqu'à l'orgasme. Ouais. Moi, en tant qu'homme, l'orgasme sans éjaculation. Et là, je me dis, c'est pas possible. Genre, à un moment, on passe un moment de fou qui dure dans le temps. Et donc, il y a quand même le frottement, tu vois, genre de nos parties génitales. Et ce frottement fait qu'à un moment, il y a orgasme. Et moi, vraiment, je te dis, intérieurement, je ressens l'orgasme. Genre, ça monte, c'est ouf. Je me dis, genre, à la fois, je suis content parce qu'on a passé un bon moment, mais à la fois, je suis triste. Parce qu'il y a cette tristesse dans l'homme quand t'es vraiment en mode, je veux donner du plaisir à tu veux ma pas femme. Tu veux pas raccourcir le moment, tu vois. Et du coup, je regarde. Je fais, j'ai pas éjaculé. C'est quoi ce bordel? Et là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu dis, en fait, ça ouvre des portes de ouf. Tu te dis, ah, mais attends. En fait, Camille m'avait toujours dit, la différence entre un homme et une femme, et tout pendant qu'on n'est pas accordé là-dessus, il y aura toujours des problèmes, c'est que l'homme peut avoir son orgasme rapidement, alors que la femme, ça vient avec le temps, souvent. Et là où l'homme est principalement c'est sûr, principalement uni-orgasme, la femme peut être multi-orgasme. Et donc, tout pendant qu'il n'y a pas de communication là-dessus et qu'on ne sait pas prendre soin de nos différences, il n'y aura rien. Donc, moi, étant un homme sensible qui a envie de donner du plaisir à la meuf avec qui je suis, c'est hyper relou aussi pour moi d'être juste uni-orgasme et d'avoir cette difficulté de se dire, ok, genre, le plaisir peut être tel que je peux éjaculer rapidement, mettant fin au niveau de la pénétration. Bien sûr, je peux prendre soin d'elle autrement. Et là, découvrir que je peux avoir un orgasme sans éjaculation de par ces pratiques, je vais mettre un mot dessus, genre énergétique. Si ce mot ne vous plaît pas, mettez un autre mot dessus. Eh bien,
Eh bien, c'est ouf, Juliette. Ouais. C'est-à-dire que genre, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Et donc ça, c'est une découverte dingue. Je suis très heureuse que tu en parles parce que je trouve que c'est les gens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes même qui pensent que c'est un mythe et qui disent mais non, il a dû simuler, mais pas du tout. Donc en tout cas, juste pour passer à la suite, je voudrais juste terminer par rapport au sujet de la Cambrousse sur le fait qu'à la Cambrousse, c'est un écolieu qui organise beaucoup de retraites et beaucoup de cercles de femmes. Moi, c'est là où je t'ai rencontrée, je suis allée faire un cercle de femmes à la Cambrousse et tu étais là, tu prenais soin du groupe. Tu t'occupais du lieu, du jardin. On a fait une hutte de sudation. Tu as été le gardien du feu. Et donc, tu étais vraiment dans ce soin et tu as entendu beaucoup de récits de femmes qui sont venues parler de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, intime, sexuelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'entendre tous ces récits de femmes ? C'est vrai que ça, c'était hyper fort. Alors déjà, juste pour la précision, ces stages de femmes sont vraiment entre femmes. Moi, étant un homme, même si je fais partie du personnel, je n'y assistais pas. Et je ne mangeais pas avec elles. On faisait différemment et on vous laisse vraiment entre femmes pour ça. Juste, on a un atelier, un exercice qui s'appelle la hutte de sudation pour aussi libérer pas mal d'émotions bloquées. Et pour cet atelier, moi, je suis la personne qui s'occupe de faire chauffer les pierres qu'on met après dans la hutte et qui fait un effet soda, soda, un effet sauna hammam, tu vois. Et donc, eh bien, je suis obligé d'être, alors que tout le stage, toute cette retraite, on vous laisse tranquille. Moi, je suis pas très loin de la hutte à ce moment-là, et du coup, j'entends quelques bribes aussi de conversation. Puis après, des fois, certaines femmes m'en partagent ou non, sinon ça reste vraiment intime. Et c'est vrai que ça a été... Je peux pas consciemment pouvoir dire tout ce que ça m'a appris. Je sais que j'ai appris beaucoup, je vais essayer Enfin non, je vais pas essayer de tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de dire 2-3 trucs que ça m'a appris. Mais je sais surtout inconsciemment que ça m'a profondément modifié mon regard. Et j'ai pris conscience de plein de choses. Enfin, je te laisserai faire la promotion des cercles de femmes. Mais c'était fou. Et je crois qu'aujourd'hui, je me rappelle, tu vois, quand j'essaie de m'en souvenir, le premier truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment moi en tant qu'homme, hein, plein de femmes auraient retenu d'autres choses, mais le truc qui m'a le plus marqué, voire choqué, c'est, je me rappelle de bribes de conversation de femmes qui devaient avoir la cinquantaine. Et à un moment, lors de tours de parole qui étaient justement sur la sexualité, votre intimité, est-ce que vous prenez du plaisir ? J'entendais des femmes dire à 50 ans qu'elles n'avaient jamais eu d'orgasme de toute leur vie. Et moi, en tant qu'homme qui aime les femmes, pas seulement en tant que corps, tu vois, enfin, j'aime les femmes pour ce qu'elles sont, j'aime les femmes parce que je les aime, parce que j'aime ma mère, parce que j'aime ma sœur, parce que, enfin, je t'aime toi, Juliette, tu vois. Entendre ça, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible, mais t'es là, toi, en tant qu'homme, mais tu te remets en question en te disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tu penses à tes congénères, tes confrères, frères, juste tes frères, quoi, les autres hommes, en disant, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez, putain ? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous foutez ? À quel moment tu peux autant manquer de respect à la personne que t'aimes, en plus, c'est ta femme. Et puis, merde, elle a 50 ans, ça veut dire quoi ? Ouais. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'elle prend pas son pied, qu'elle simule, ou que toi, tu penses qu'à ta gueule. Ah, attends, non. Ouais. Mais c'est terrible, Juliette, ça me brise le cœur. C'est ouf à quel point, genre, mes frères peuvent ne pas prendre soin de leur femme. J'ai appris tellement de choses, genre, le partage de la charge mentale... Ce que ça insinue, le patriarcat, à quel point le genre, l'homme en tant que genre, pas en tant que sexe, peut faire du mal. Et donc j'ai découvert tout ça, et même, c'était juste trop beau de pouvoir être là et vous permettre ça, amener ce cadre, aider en cuisine, à la hutte, même dans les jardins, pour que vous puissiez avoir l'espace de parler de tout ça. C'était juste génial et touchant, mais c'est fou en fait, ce que ça peut libérer. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que tu es dans une relation amoureuse. Ouais. Et je voulais juste que tu nous dises comment ça se passe, comment tu vis ton intimité et ta sexualité aujourd'hui. Eh bien ouais, ça va faire 1 an et demi que je suis avec mon amoureuse. Du coup, c'est ma première relation vraiment longue, tu vois. Donc je découvre tout ça aussi, tout ce que ça implique. Notre sexualité est géniale dans le sens où il y a de la communication et on prend soin de l'autre. Après, aujourd'hui, je suis avec une femme qui a aussi qui a eu quand même pas mal de traumas du passé. Et donc moi, en tant qu'homme, il faut que je trouve la posture pour en prendre soin.
comment on peut vivre notre histoire d'amour, se donner du plaisir, que je puisse lui donner du plaisir, qu'elle puisse me donner du plaisir, tout en vraiment prenant soin de tout ce qu'elle a pu vivre par le passé et les moments où elle s'est pas sentie respectée. Donc notre sexualité est géniale dans le sens où il y a plein de communication et on a des moments forts. Et en même temps, il y a toute une partie où moi, là, je suis en mode guérisseur, quoi. Je suis en mode, vraiment, il y a toute une partie thérapeutique où, ok, les hommes ont pu te manquer de respect par le passé, comment moi, je viens soigner ça. Donc voilà, j'ai envie de te dire que on a l'amour, qui est le plus important, la communication, qui est nécessaire, et la posture de vouloir prendre soin de l'autre, qui amène cette sexualité géniale. Après, mon amoureuse, voilà, a aussi des blocages. Moi, je peux avoir aussi mes propres conditionnements, être à la hauteur et tout, des fois qui vont créer des blocages. Elle va avoir ses traumas. On va être tous les deux des êtres profondément intellectuels, peut être trop dans le mental. Donc, il faut qu'on fasse des pratiques pour revenir dans le corps, la respiration, même du sport. Là, en ce moment, on a nos petits délires où je lui fais 5 minutes de massage minimum, tu vois. Donc 5 minutes de massage comme ça, elle redescend dans la tête. Après, on essaie de faire, allez, au moins max 5 minutes de méditation vraiment sur notre souffle. Et ensuite, on amène le rapport. Et voilà, est-ce que j'ai tout dit ou t'as envie d'explorer? Non, c'est parfait. Et comment tu te sens aujourd'hui, toi, dans ton corps, par rapport à comment tu te sentais dans les années collège-lycée? Je me sens beaucoup mieux. Après, je sens que la confiance, ça ne vient pas du tout que de la sexualité, tu vois. C'est pas que j'ai des rapports. La confiance, c'est beaucoup plus large. C'est parce qu'aujourd'hui, je kiffe ma vie. Depuis mes 18 ans, ma vie, elle va crescendo, tu vois. Ma vie est de plus en plus belle parce que je mets de plus en plus de choses en mouvement pour que ma vie soit de plus en plus en adéquation avec mes valeurs. Donc, ça me donne de plus en plus de joie, de plus en plus de confiance en moi. Et donc, t'apprends à accepter ton corps, trouver de plus en plus beau. Je fais un métier aussi physique, donc c'est à la fois, je fais le travail de déconstruction, et à la fois, j'ai aussi un métier qui me renforce musculairement, donc je trouve mon corps de plus en plus beau. Je vais faire en sorte de me sentir de plus en plus à l'aise dessus. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, je suis Melvin, je sais ce que je peux apporter à une femme, donc toute ma personnalité. Je sais, vu que je suis dans la bonne posture, je sais m'y prendre bien, du moins je peux être dans la posture qui donne du plaisir à la femme. Donc tout ça me met en confiance. Donc je suis un packaging, tu vois, je suis pas juste un corps, je suis un tout. Et donc mon corps, moi je l'aime, je le trouve beau, mon amoureuse le trouve beau, donc ça aide forcément. Mais dans tous les cas, genre aujourd'hui, j'aimerais, je sais pas si je suis à 100%, mais je veux être cet homme qui n'a pas besoin du regard extérieur pour valider ce corps. Dans le sens où moi je me trouve beau, et voilà, c'est ça qui compte. Donc très très différent de la posture d'un adolescent qui se cherche sur cette partie-là. Est-ce qu'on peut dire que je me suis trouvé? Je ne sais pas, mais ce serait peut-être prétentieux. Mais du moins j'ai un rapport plus sain, beaucoup plus sain. Il me reste 2 questions. L'avant-dernière question, c'est par rapport justement à ce rapport plus violent, en tout cas cette violence qui traversait par rapport à ton petit frère. Okay. Comment ce cheminement, ça t'a permis de... Est-ce que tu lui en as parlé? Est-ce que ça a pu guérir ou reconnecter des choses avec lui et avec ta famille? Ok. La question est genre vraiment assez large. Pour moi, on est dans un système violent et du coup, ça a généré de la violence en moi et j'ai été un adolescent violent avec mes parents et avec mon petit frère. Aujourd'hui, toutes nos relations vont mieux. Nos relations vont mieux depuis que moi je suis libre, que l'école je la vivais comme une prison, donc depuis que je suis libre, ma vie est plus belle et donc mes relations avec mes parents vont crescendo, tu vois. C'est tellement ouf aujourd'hui, mais ça ira encore mieux demain, je le sais. Et avec mon petit frère, il y a eu toute une période aussi de guérison, tu vois. J'ai dû prendre soin de ça, reconnaître que j'étais un mauvais grand frère. Une fois que je suis parti de la maison, lui laisser l'espace, vu qu'il devenait à ce moment-là le grand, et essayer de l'aider du mieux que je pouvais, tu vois. Et donc je lui ai apporté différemment. J'ai jamais été dans le déni du fait que j'ai été un grand frère par moments violent et un mauvais grand frère. Donc je reconnaître ça, essayer de prendre soin de ça, et aujourd'hui essayer de l'apprécier, de lui donner le max que je puisse en tant que grand frère. Donc aujourd'hui on a des beaux rapports. Malheureusement il aura sûrement
un moment de sa vie, des choses à libérer vis-à-vis de ça. J'ai forcément créé des traumas, malheureusement, tu vois. Et moi, je veux être là pour lui, à ces moments-là, pour en prendre soin. Mais voilà, aujourd'hui, on s'apporte énormément. Il a pas fait d'études comme moi parce qu'il m'a dit que je l'avais inspiré sur le fait qu'il était fatigué de l'école, mais pour la théorie. Donc, il a fait un voyage en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Ça lui a énormément rapporté. Là, il vient de reprendre les études à 20 ans. Et on s'apporte beaucoup et il est génial. Je l'aime, mon petit frère. On est différents. Par exemple, il va pas avoir forcément de conscience écologique. La spiritualité, bon, de toute façon, mon parcours était bizarre. Enfin, c'est bizarre de l'avoir aussitôt. Ça vient souvent plus tard, mais on est différents. Mais il est tellement génial. Je l'adore tellement et il est trop beau à sa manière, quoi. Donc voilà. Mais je pense que dans ta question de la violence, tu vas amener un autre point. Et non, genre, est-ce que là j'ai répondu à ta question sur la violence? Pour moi, c'est parfait. Ok. À part si t'as quelque chose que tu veux ajouter. Non, je sais qu'on en avait parlé. Je t'avais déjà dit que la violence pour moi c'était flou. Et tu voulais me faire parler de la violence en tant que masculin, genre que un homme reconnaisse la violence en lui. Mais oui, c'est ça, c'est justement le fait qu'il y a cette violence qui peut être à l'intérieur de nous, qui peut nous traverser de par l'environnement, de par cette construction hollywoodienne aussi de la virilité qui peut être violente. Mais juste le fait, je trouvais ça important d'avoir un homme qui parle du fait que oui, je reconnais qu'il y a eu ça et je l'ai exprimé. Et en fait, la force de la reconnaissance est énorme dans un chemin de guérison. Et de quelqu'un qui a été violent ou avec qui ça a été compliqué, qui va venir vers nous et qui va dire « je reconnais que ça s'est passé, je le vois », je trouve ça hyper important. Donc c'est de ça dont j'avais envie qu'on parle. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais au Melvin d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, juste tout simplement? Si tu l'avais en face de toi et que tu pouvais lui parler pendant 1 minute. Ben moi, j'aurais plein de choses à lui dire... pour ma vie en général, le fait de croire en moi. Je te dis, moi, j'ai détesté ma vie. Donc, le Melvin d'à 10 ans, il est en plein dedans, là. Il est au collège et juste, il souffre de ouf. Donc, moi, j'allais m'évader régulièrement, je te dis, en forêt, marcher en me disant, OK, la vie sera plus belle après. Donc là, juste lui dire, ta vie est tellement plus belle. Tu vas voir, genre, tu vas réaliser tes rêves. Moi, dans les 3 mois où j'ai été libre, après mon bac, j'ai rencontré mes 3 plus grands idoles. J'ai eu des signes de fou comme ça, tu vois. Symboliquement, c'était fort. Donc, je lui dis, ça va être génial, tu vois, la suite va être géniale. Et ensuite, donc pour toute ta vie, et tu seras épanoui et tu auras la force de mettre les choses en place pour être épanoui. Et ensuite, plus pour l'aspect, vu qu'on est quand même sur un podcast lié à l'intimité, à la sexualité, bah, ouais, je vais être fier de moi. Et je suis trop content de pouvoir dire, bah, crois en ce que tu pensais, c'est-à-dire ta première fois. S'il te plaît, fais-le avec une fille que t'aimes. Ce sera tellement plus beau et ça va te permettre de construire toute une posture en tant qu'homme qui est nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire le masculin qui vient prendre soin du féminin. Moi, j'adore aujourd'hui avec mon amoureuse faire des rapports où genre moi, j'ai pas le droit d'éjaculer. Donc tout est lié à son plaisir. Ouais. Et du coup, c'est génial. Déjà, moi, je suis trop content parce que ça m'entraîne à me retenir et du coup à faire durer le plaisir, ce qui me rend trop fier de moi. Ouais. Donc, je suis trop content. Et en plus, elle, on va chercher son plaisir et c'est trop bien. Tout ça, c'est lié parce que je l'aime profondément. C'est parce qu'il y a de l'amour dans la sexualité. Je sais pas, moi, si je m'étais construit genre amour sans sexualité, est-ce que je sais pas qui je serais devenu, tu vois. Mais je suis trop fier d'avoir intriqué pour moi de ne pas dissocier l'amour et de la sexualité. Et en même temps, genre, c'est hyper génial que plein de gens s'explorent et juste mettent pas d'amour dans la sexualité, mais apprennent à savoir ce qui leur fait du bien. C'est trop bien, tu vois. Mais moi, je suis fier de moi là-dessus. Et voilà, lui dire que, bah ouais, cette sensation d'avoir un petit ange sur ton épaule qui s'appelle amour, qui te guide, qui va te donner force en toi, confiance en toi. Donc, voilà, je lui dirais, crois vraiment à ce côté que si t'es amoureux, t'auras confiance en toi. Voilà, et prends soin des femmes. Prends soin des femmes parce que c'est le sujet actuel en ce moment. Il y a toute une partie de la population qui n'est pas respectée à sa juste valeur, qui n'est pas prise en compte. On est dans une société beaucoup plus patriarcale que matriarcale, donc ça crée tellement de déséquilibre, tellement d'injustice. Et donc voilà, genre franchement, prends soin de la femme parce que non seulement tu auras cet aspect guérisseur, les femmes en seront aussi reconnaissantes. On est dans un monde, à une époque où c'est nécessaire
Et toi, le fait d'être dans cette posture-là, tu procureras du plaisir chez elle, ce qui, toi, décuplera ta confiance en toi, donc décuplera l'image que tu as de toi aussi. C'est pas juste je donne sans recevoir, c'est je donne et je reçois tellement. C'est très différent. Ouais, c'est un beau cercle vertueux. Merci beaucoup, Melvin. Merci à toi. J'espère que tu seras contente de l'épisode que ça donne. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne rien rater de la suite de Terres Intimes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à lui mettre 5 étoiles. Ça aide énormément. Merci également à Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti à la musique et bien sûr à Melvin pour ce partage à cœur ouvert. Rendez-vous lundi prochain pour le 2e épisode de cette série spéciale avec une invitée fabuleuse et une référence en matière de sexualité, Maya Mazorette. À très bientôt.